Bonjour, Interpares, c'est la 21e, la première de novembre aujourd'hui, jour des défunts. Et aujourd'hui, jour des défunts, je vais vous parler d'un livre que j'ai terminé de lire il y a quelques jours seulement. C'est l'histoire de la femme cannibale de Maryse Condé, roman de 2003, publié en folio, repris en édition de poche folio en 2005. Et Maryse Condé, je n'ai pas lu énormément de choses d'elle. L'été dernier, j'avais pour projet de lire enfin Ses goûts, les 2 tomes de Ses goûts, je ne l'ai pas fait, donc j'en reste à quelques lectures isolées, et notamment Traversée de la mangrove. Traversée de la mangrove, qui est un roman de la fin des années 80, auquel j'ai consacré une des vidéos des 29 contemporaines, la 11e, c'était le 11 février dernier. Vous pourrez retrouver ça sur la chaîne en allant dans les playlists 29 contemporaines, et c'est la 11e. Alors, l'histoire de la femme cannibale, c'est un livre extrêmement riche, extrêmement foisonnant, qui tourne autour d'un personnage, Rosélie, et qui surtout revient sur sa vie d'adulte, et notamment, bien sûr, sur sa vie de couple avec Steven, son époux, qui a été assassiné dans des circonstances mystérieuses en pleine rue au Cap. L'essentiel se passe en Afrique du Sud, au Cap, et c'est pour ça qu'après, je vous lirai un extrait de ce livre majeur, recueil de nouvelles de Zoe Wickham, You Can't Get Lost in Cape Town. Peu importe. Pour l'instant, je vous parle de Maryse Condé. Et donc, dans ce livre de Maryse Condé, il y a beaucoup de choses. Je disais, c'est foisonnant. Il y a peut-être même trop de choses. À savoir qu'elle essaie, d'un certain point de vue, de rendre compte de l'expérience sud-africaine de ce personnage qui est un personnage antillais, mais ça croise un très grand nombre d'éléments qui sont des éléments culturels européens, qui sont des éléments culturels antillais. Donc, dans ce livre-là, il y a l'identité antillaise, il y a l'identité problématique des Noirs, mais aussi des métis du Cap, mais aussi des Européens après l'apartheid, avec la normalisation, avec la vérité et la réconciliation, selon le nom de la commission qui était dirigée par Desmond Tutu. Donc il y a tout ça dans ce livre-là, et ça part un peu dans tous les sens. Alors ce qui permet à Maryse Condé de resserrer les fils, c'est justement l'histoire de la femme cannibale. C'est-à-dire la femme cannibale, c'est un fait divers qui impressionne énormément le personnage principal, la protagoniste, Rosélie, qui va suivre le procès de cette femme. Ce procès fait sensation, et Rosélie est une des rares à finalement trouver de l'empathie pour cette criminelle, et même à la comprendre en un sens. Et de ce fait même, elle finit par en partie s'identifier à cette femme cannibale, et il y a en filigrane du roman toute cette notion très complexe du cannibalisme culturel, soit vu d'un point de vue négatif avec la question de la colonisation, vu aussi d'un point de vue négatif avec le fait que Rosélie finit par comprendre que tous les hommes de sa vie, ces hommes l'ont phagocytée, l'ont dépossédée d'elle-même, l'ont dépossédée de cette créativité. Et puis il y a l'aspect positif éventuellement du cannibalisme culturel, qui est cette variante un petit peu différente du divers selon Édouard Glissant, c'est-à-dire du tout monde aussi. C'est-à-dire le fait que le cannibalisme, c'est la manière d'englober, c'est la manière de s'approprier l'ensemble et de faire des croisements culturels. Et donc là, il y a une dimension plus positive ou optimiste du cannibalisme. Et là, j'avoue que mes connaissances en anthropologie ne me permettent pas de totalement saisir ce dont il est question ici. J'ai fait allusion au fait que Rosélie découvrait qu'elle avait été dépossédée d'elle-même, parce que ce livre, c'est aussi un roman d'artiste, un roman de formation intellectuelle, parce que Rosélie, qui n'a aucune espèce d'éducation formelle, a un don artistique, et se révèle comme peintre, alors même qu'elle est mariée à Steven, et développe une sorte de peinture extrêmement brute, extrêmement sanguine, et même sanguinaire en quelque sorte, qui vient évidemment jouer un rôle d'écho à la fameuse femme cannibale, une peinture qui insiste énormément sur les rouges. Et elle est notamment dépossédée de cette identité de peintre par le fait qu'elle est sujette ou assujettie à des rôles plus traditionnels d'épouse ou d'amis dans le roman. Donc il y a tout ça dans ce roman, et je me rends bien compte que je n'ai pas du tout bien résumé, d'autant qu'il y a toute une révélation finale. Je vous ai dit que le point de départ du livre, presque, c'était la mort, c'était l'assassinat de l'époux. Il va y avoir des révélations sur le fait que, attention, spoiler, son époux était en fait homosexuel, et qu'il le lui a caché pendant les 20 ans de leur mariage, tout à fait heureux au demeurant. Et donc, une des questions qui revient, c'est: est-ce que la complicité et la tendresse et l'amour sont possibles dans le mensonge ? Là où moi le roman me dérange un petit peu, c'est que dans toutes les dernières pages, toute la révélation de l'homosexualité fait que
non seulement le personnage de l'époux, mais aussi les deux autres personnages homosexuels sont vus surtout pour leur capacité à la dissimulation et à la duplicité. Ce qui fait qu'il est certainement possible, et il est même, je pense, probable, que ce livre ait pu être dénoncé pour son homophobie aussi, à savoir qu'il y a une sorte d'homophobie évidente sous-jacente, à savoir que la dissimulation de son homosexualité par son époux est forcément quelque chose de pernicieux ou de pervers. Donc il y a ce lien un peu entre l'homosexualité et la perversion, qui est au minimum, on va le dire, normative et normalisante, et puis même qui, j'ai envie de le dire, est quand même choquante. Donc il y a tout ça dans ce livre-là. Donc on comprend que je suis partagé. C'est un livre très riche, c'est un livre qui a de très belles pages, de très beaux passages. Ce portrait de femme est un portrait complexe, et du fait qu'il est complexe, du coup il interroge, et comme c'est un livre très foisonnant, il y a aussi des choses dedans qui sont un petit peu dérangeantes, ou voire même qui sont peut-être en trop. Je ne sais pas. Je vais lire 2 extraits rapidement. Une justement sur la peinture de Rosélie. Faustin ne faisait plus allusion à Steven, comme s'il valait mieux oublier cet épisode de la vie de Rosélie. Les discussions d'adultes concernant par exemple les problèmes de la sous-région, l'avenir du continent, la mondialisation, il est réservé pour Deo Gracias. Après tout, les 2 hommes, originaires du même pays, partageaient la même langue, se répétait Rosélie quand ces interminables conversations l'irritaient. Il s'enfermait pour parler affaires avec Raymond, son inséparable, un Camerounais qui avait gardé les manières du séminaire où il avait étudié 10 ans, se méprenant sur sa vocation avant de céder à son goût démesuré des femmes. Visitant son atelier par politesse, celui-ci avait eu un coup de foudre surprenant et inattendu, comme tous les coups de foudre, pour une toile baptisée Tabaski. Un mouton égorgé, se vidant de son sang écarlate contre l'émail bleu d'une bassine. Il avait interrogé. Pensait-elle comme lui qu'il faut bannir ces pratiques sacrilèges car seul compte le sacrifice du Fils de Dieu? Haïssait-elle comme lui l'islam, l'intolérance des musulmans, leur violence, le danger qu'ils représentaient pour le monde? Rosélie se défendit vivement, au contraire. Cette religion qui accompagnait chacun de ses rituels d'un massacre d'innocents la fascinait. À Ndossou, les musulmans étaient principalement des immigrés, sénégalais et burkinabés, reconnaissables à leurs boubous et à leurs babouches qu'ils traînaient par la crasse des rues. Leur quartier était le quartier Mossada, serré autour d'une mosquée. Ceux qui habitaient dans les parages se plaignaient des appels du muezzin. Mais Rosélie adorait cette voix haute et funèbre qui conviait à la prière comme on convoque à la mort. Et donc on voit que la peinture de Rosélie, elle est liée bien sûr à ses différents souvenirs, elle est liée à des expériences culturelles, et elle est liée à une approche de l'islam qui est une approche extrêmement tolérante, qui n'est pas du tout une approche compartimentée. Autre extrait vers la fin, la seconde visite au bureau du défunt, c'est-à-dire que Rosélie hésite à entrer dans le bureau de son mari, mort, et après sa mort donc, et il y a une première visite vers la page 250, et ça c'est vraiment vers la fin. Le précédent extrait que j'ai lu était tiré du chapitre 8, là c'est le chapitre 18. On aurait dit qu'elle pénétrait dans un tombeau de Pharaon, dans l'ombre, à portée de main des trésors, irrésistibles tentations pour des voleurs voyeurs. Cependant, elle n'alluma pas la lumière, ne releva pas les persiennes et ne chercha rien autour d'elle. Elle n'essaya pas de forcer les serrures, d'ouvrir les tiroirs, d'interroger l'ordinateur, silencieux, blafard, replié sur ses secrets. Simplement, elle s'assit dans le fauteuil que Steven avait occupé tant de fois et dont le siège en cuir gardait l'empreinte de son corps. Elle posa les mains à plat sur le bois, repassant dans sa tête ces années qu'elle avait toujours considérées comme heureuses. Steven et elle ne se disputaient jamais. Elle le laissait tout décider, tout ordonner, tout résoudre. À son avis, il faisait pour le mieux. Dès la rencontre au Saïgon, les rôles avaient été distribués et n'avaient plus varié. Il était le maître nageur, elle était la naufragée. Il était le chirurgien, elle était l'opérée du cœur. Un lien de reconnaissance doublait celui de l'amour. Elle revit ces années, New York, Tokyo, le Cap. Jusqu'à cette nuit qui avait placé son point final incongru et grinçant. Toutes ces années chargées d'incidents souvent agréables, rarement importants ou notoires, qui, mis bout à bout, composaient une union réussie. Réussie? Pour la première fois, elle osa scruter ce mot tel un bijoutier à l'affût d'un crapaud dans un diamant. Bientôt les larmes ruisselèrent sur ses joues. Sur quoi pleurait-elle? Il fallait accepter avec l'inspecteur Louis Sithole l'idée que la mort de Steven n'était pas l'œuvre de jeunes drogués en mal de crack. Fait divers sans originalité pour journalistes sans copie. La violence gratuite des temps modernes n'avait rien à voir là-dedans. Une vérité nauséabonde se cachait, pareille à un poupon emmailloté dans des couches souillées. En ce qui concernait Steven, au fin fond d'elle-même, dans cette part de soi où jamais la lumière de la vérité ne s'aventure, elle devait s'avouer qu'elle avait toujours su qui il était. D'ailleurs, le premier jour ne l'avait-il pas prévenu, mine de rien, à sa manière désinvolte et joueuse? Je n'aborde jamais les femmes, elles me font trop peur.
Simplement, elle avait choisi d'ignorer l'évidence. Et donc l'homosexualité cachée, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, ce passage est très beau, la dissimulation elle-même, ou l'erreur de communication, ou le mensonge au sein du couple, d'un couple heureux malgré tout, elle est portée par deux images ici, le crapaud dans un diamant, donc la faille, ce qui fait que le diamant, la pierre précieuse, perd de sa valeur et n'est plus précieuse, mais gâchée, et puis le poupon emmailloté dans des couches souillées. Et donc, il y a ce rapport quand même à la destruction, à la saleté en fait du mensonge, mais qui est aussi la saleté de l'homosexualité. Donc il y a quand même tout cet aspect-là qui certes émane du point de vue de Rosélie elle-même, dont on voit que culturellement elle a été éduquée dans l'hétéropatriarcat, c'est-à-dire elle se soumet au mari, finalement c'est le mari qui agit et c'est elle qui est passive, c'est ce qui est bien marqué dans Il était le maître nageur, elle était la naufragée. Donc évidemment, elle est le produit de cet hétéropatriarcat qui n'est pas remis en cause, mais il n'est pas non plus remis en cause par la voie octoriale. Il n'y a pas donc de construction du roman qui permette de mettre à distance ce point de vue, oui, qui a des relents d'homophobie quand même aussi dans la construction des autres personnages homosexuels. Donc ça c'est un petit peu quand même dérangeant, moi j'ai trouvé. Mais le texte, comme vous l'avez entendu, je n'ai cité que 2 extraits, est très, très beau aussi, par de nombreux aspects. Puisque le livre, le roman se passe au Cap, et que la plupart des scènes du livre se passent au Cap, du livre de Maryse Condé, je voulais vous lire un extrait de la nouvelle éponyme de ce recueil de nouvelles de Zoe Wickham. C'est un texte de 1987, You Can't Get Lost in Cape Town, qui a été traduit il y a presque 20 ans aux éditions du Serpent à Plume. J'avoue ne pas me rappeler le nom de la traductrice, sous le titre Une clairière dans le bush et autres histoires. Si vous ne connaissez pas ces textes, ils sont absolument magnifiques. Les autres livres de Zoe Wickham m'ont un peu laissé sur ma faim. Celui-là, qui a été son premier recueil, son premier livre, est absolument bouleversant. Et donc, je vais vous lire un extrait de la nouvelle éponyme, qui s'appelle donc You Can't Get Lost in Cape Town. On ne peut pas se perdre au Cap, tu ne peux pas te perdre au Cap. Et le You est en lui-même déjà extrêmement difficile à traduire, parce que c'est une citation du copain en fait de la protagoniste. Et donc cette narratrice, c'est une jeune femme, c'est une métisse du Cap qui peut passer pour blanche, qui éventuellement peut passer pour blanche, qui est très éduquée, qui parle très bien anglais, et qui, à l'époque de l'apartheid, où bien sûr les liaisons et les couples mixtes sont interdits et donnent même lieu bien sûr à des peines, des peines de prison, c'était la réalité. Donc on est en 87 quand le livre paraît, donc c'est encore sous l'apartheid. Elle a une liaison avec un jeune homme de bonne famille blanc. Ils ont un enfant et elle se fait avorter. Et donc toute la nouvelle tourne autour de l'avortement et du trajet pour aller chez l'avorteuse en bus ou en train. D'ailleurs, je ne sais plus, j'ai un trou tout d'un coup en tram, en bus, dans les moyens de transport collectif. Je ne l'ai pas relu, on s'en rend compte. Et donc tout le trajet, évidemment, est partagé entre des analepses et des prolepses. Et sur le fait qu'elle se rend compte que, en fait, elle a avorté de ce bébé, compagnon, caché, secret, clandestin, ne l'aime pas vraiment. Et que que c'est le père de son enfant, mais que ça n'est pas quelqu'un qu'il aime. Et tout prend la forme d'images extrêmement complexes, liées notamment au corps, liées à l'os, et liées aussi à la consommation de viande. D'où le parallèle aussi que j'établis avec la femme cannibale, et cela a notamment lieu quand la protagoniste observe 2 femmes dans le bus, le train, je ne sais plus, mais je crois que c'est le bus, c'est le bus quand même. Ils sont en train de parler d'un certain nombre de choses, et notamment de tabous sexuels, tout en mangeant un plat de poulet cuisiné. Et ça donne ceci, je vous en lis une page, j'espère que ça fera à peu près sens avec la présentation brève que j'ai faite. Perhaps this is Mowbray after all. The building that zooms past on the right seems familiar. I ought to know it, but I am lost, hopelessly lost. And as my mind gropes for recognition, I feel a feathery flutter in my womb, so slight I cannot be sure, and again so soft, the brush of a butterfly. And under cover of my handbag, I spread my left hand to hold my belly. The shaft of light falling across my shoulder, traveling this route with me, is the eye of God. God will never forgive me. I must anchor my mind to the words of the women on the long seat opposite me.
But they fall silent as if to protect their secrets from me. One of them bends down heavily, holding onto the jaws of a shopping bag as if to relieve pressure on her spine, and I submit to the ache of my own by swaying gently while I protect my belly with both hands. But having eyed the contents of her full bag carefully, her hand becomes the beak of a bird dipping purposefully into the left-hand corner and rises triumphantly with a brown paper bag on which grease has oozed light-sucking patterns. She opens the bag and her friend looks on in silence. 3 chunks of cooked chicken lie on a piece of grease-proof paper. She deftly halves a piece and passes it to her thin friend. The women munch in silence, their mouths glossy with pleasure. These are for the children, she says, her mouth still full as she wraps the rest up and places it carelessly at the top of the bag. It's the spiced chicken recipe you told me about. She nudges her friend. Lekker, hey? The friend frowns and says, I like to taste a bit more cardamom. It's nice to find a whole cardamom in the food and crush it between your teeth. A cardamom seed will never give up all its flavor to the pot. You'll still find it there in the chewing. Alors c'est une seule page, c'est cette page-là, page 67 dans l'édition Virago, de 1997, voilà, c'est même une réédition tardive du livre qui est de 1987, mais dans cette page-là, comme dans l'ensemble de la nouvelle, il y a tout ce système d'analogie extrêmement compliqué entre le fait que cette protagoniste qui décrit ce qu'elle voit, et qui bien sûr, bon, c'est de la focalisation interne, tout est subjectif et tout est subjectivé, elle décrit tout ce qu'elle voit, et tout ce qu'elle voit est décrit en fonction bien sûr de sa culpabilité, parce qu'elle s'apprête à aller se faire avorter, donc elle est doublement dans l'illégalité, elle est tombée enceinte d'un blanc, alors qu'elle est métisse, et elle va se faire avorter, bien sûr, alors que l'avortement était illégal en Afrique du Sud, sous l'apartheid. Et donc toute cette culpabilité, the eye of God, elle est suivie par l'œil de Dieu, fait qu'elle voit tout en fonction de cette espèce de rapport extrêmement problématique au corps, hein, les sacs à main, notamment le fait qu'elle décrit le sac à main de la femme qui est face à elle avec de jaws, hein, c'est les mâchoires du sac à main, les fermoirs sont des mâchoires, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais de jaws. Et donc il y a tout ce rapport aussi à la dévoration du poulet, et je me suis arrêté sur le discours au sujet de la cardamome, qui, voilà, on aime retrouver, si on croque la cardamome, il reste le goût de la cardamome. Tout n'est pas parti dans le pot. Et donc là, il y a aussi toute une espèce de métaphorisation très complexe du fœtus dans le ventre, dans l'utérus. Et donc cette femme qui croque la cardamome, c'est l'avorteuse, c'est même une ogresse en fait. Et donc on en revient à cette femme cannibale et à tout ce rapport très compliqué à la culture, à la dévoration culturelle, à l'appropriation, mais aussi vraiment le rapport à la cuisine et ce que ça signifie de cuisiner et d'intégrer dans des livres, dans des fictions, ce rapport très particulier que nous avons tous avec la nourriture. Je suis censé rester en dessous des 10 minutes, bon ben c'est bien, je suis resté en dessous des 20 minutes. Bon, c'est comme ça. Allez, c'était Maryse Condé, et The Way We Come.